bipèdes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Je vais déjà rire nos invités. C'est bien parti. J'essaie de faire une intro différente à chaque fois. Au bout de la 63e émission. Il n'y a pas autant de notes dans la gamme pour pouvoir non plus varier à ce point. C'est ça. Donc on essaye. Bon, je suis toujours le doc et je suis toujours accompagné de mon ami Néo. Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour. C'est comme bonjour. Voilà, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez, religieusement ou pas. Mais en tout cas, voilà, nous sommes toujours là. Et on va continuer. En fait, c'est la deuxième partie de l'émission sur la core team des jeux vidéo, mon petit Néo. C'est ça, c'est une émission qui a été pensée en diptyque avec la précédente, que vous avez en diptyque. Alors, non pas voilà, pas de contrepétrie. Mais voilà, on avait fait la première qui est sortie le mois dernier avec JC et Chris qui nous parlaient donc de la partie design, world building, la DA, voilà, sur toute la partie comment on fait les bébés en jeu vidéo. Et là, du coup, on enchaîne cette fois, mais avec cette fois un game director et un producer. Donc on va pouvoir, qui font partie finalement de cette même core team. C'est pour ça que c'est une émission qui fonctionne de pair. En la présence de Abdelak. Bonjour. Bonjour, salut les bipèdes. Et les non-bipèdes, hein, bien sûr. Hein, et les non-bipèdes, oui, bien sûr. Et Mounir, bienvenue. Salut tout le monde, salut les bipèdes, non-bipèdes. On vous laissera Je suis inclusif comme gars. Ouais, alors, je me demande quel nom bipède on peut avoir qui nous écoute. Mais disons, ça dépend de comment, voilà. C'est pas faux. On vous laissera vous présenter juste après ma petite intro Patreon, puisque et autres joyeusetés. Donc comme d'habitude, je le fais très rapide. Et vous avez un spreadshirt si vous voulez nous soutenir, mais vous pouvez surtout parler du podcast, c'est le plus important. L'important c'est de partager tous ces petites histoires finalement de vie de chacun. J'en parle beaucoup en ce moment, c'est un podcast qui intéresse beaucoup de gens parce que ils sont très curieux quand ils se rendent compte qu'on parle vraiment des métiers des gens et pas forcément des projets. Donc n'hésitez pas à en parler, hein. De toute façon ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes meilleur en com que nous. Oui, en plus, c'est clair. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, donc il y a un spreadshirt, vous pouvez faire des dons PayPal sur le site. Et on a surtout un Patreon qui est ouvert à partir de 1 euro, $1 même. Je crois que c'est 1 euro. Putain, j'ai encore oublié les datas. Je les avais sous les yeux. Bref. 1, 5 et 10. Non, 1, 2 3 et 5. Ouais, voilà, 1, 3 et 5, vraiment. Enfin, c'est que dalle. On a 3 paliers, junior, mid, senior. En sachant que vous avez de toute façon les émissions une semaine en avance. Et ensuite, plus vous montez de palier, plus vous avez de choses. Donc, notamment un accès au Discord pour pouvoir discuter avec l'équipe de l'émission. Exactement. Et les autres personnes qui sont aussi Patreon. Et si vous êtes senior, vous avez en plus des petits goodies, etc. Un accès un peu plus particulier dans le Discord. Enfin bon, voilà, tout un tas de choses. Exact. Et vous devenez patréobipède. Et ça c'est un titre qui en jette. Alors ça en jette déjà. Et puis ensuite, il paraît que votre productivité au travail, si vous travaillez dans le domaine de la 3D, des jeux vidéo, tout ça, est augmentée, d'après les rumeurs. Hein. Moi, je ne fais que... Ce ne sont des rumeurs. Voilà. Bon. En tout cas, vous nous aiderez de toute façon. Voilà. Eh ben voilà. Merci, bisous. Non, pardon. Allons-y, on attaque sur cette émission. Abdelak et Mounir sont en train de se demander dans quel asile ils sont. C'est bien, non, c'est bien les bisous. Ça va. C'est important, il en faut des bisous, tu as tout à fait raison, Mounir. On va vous laisser vous présenter et puis surtout savoir quel est en quelques phrases, votre boulot, à quel moment vous intervenez, puis qu'est-ce que vous faites en vrai. Ça, c'est le programme de tout le podcast, pour le coup. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai demandé en quelques phrases, parce qu'après, on va rentrer dans le détail. Voilà. Vas-y, Abdelak. Moi, je suis Abdelak Elgues et je suis effectivement producteur ou chef de projet ou produceur, selon la grammaire vidéoludique. Moi, mon travail, c'est c'est la gestion du projet depuis le début. Donc la construction de l'équipe et notamment de la core team vu que c'est le sujet de ce podcast. Exactement. Et ensuite la construction de l'équipe qui s'élargit et donc la gestion au niveau des méthodes de travail, des plannings, du scope aussi, la taille de l'équipe que ça doit devenir. Du scope, de la taille de l'équipe, de comment aussi on va le vendre avec les équipes marketing. À qui on s'adresse, tout un tas de choses, tout un tas d'éléments qui évoluent en tout cas du début à la fin du projet, parce que les problèmes sont pas les mêmes au début qu'à la fin, puis faire aussi exister le projet et s'assurer aussi qu'on fasse tout ça dans un super climat de travail, quoi.
On va dire que c'est un peu ça, hein, C'est pas mal, franchement. Ouais, c'est pas mal, hein. Allez. C'est bien résumé. Et Mounir, alors? Et donc moi, Mounir Aradi, donc je suis directeur de jeu, game director. C'est vrai. Et donc le rôle d'un directeur de jeu, eh bien, c'est de définir comment on interagit, comment on joue avec ce jeu-là. Donc c'est les mécaniques. Donc quelles sont les règles de ce monde, quelles sont les règles d'interaction avec ce monde, comment le joueur et ses compétences évoluent tout au long du jeu, etc., etc. Donc c'est un travail bien évidemment en équipe. Hein. Je suis pas seul à faire ça. Il y a d'autres game designers qui bossent avec moi, puis en grande interaction aussi avec tous les autres corps de métier. Et notamment Christophe Pic, que vous avez pu croiser la dernière fois, puisque tout est intriqué, la narration, le world building, etc. Donc c'est un travail de ping-pong avec tous ces corps de métier pour créer des règles, toutes les règles d'interaction, de monde, etc. Le chef d'orchestre même, en fait, de tout ça. Ouais, je bosse, quoi. Non, mais... Oui, bien sûr, il porte la vision du jeu, ouais. Quand on est au cinéma, tu vois, souvent on fait le rapport ça avec le réal, mais je trouve que c'est plus grand que, enfin, c'est plus grand. C'est non pas, je sais pas, un jugement de valeur, mais c'est plus large que ça encore. C'est la réalisation. Finalement, il y a des réals sur le jeu, tel qu'on l'entend au cinéma, j'entends, qui font des ciné, qui vont penser les caméras, la mise en scène. Mais là, c'est dans un niveau bien au-dessus qui va jusqu'au gameplay, du coup, qui est l'essence même du jeu, quoi. C'est ça. Et donc c'est pour ça, effectivement, il y a un parallèle à faire, et parce que il y a toujours effectivement une vision, et puis aussi des fois des messages à transmettre, et le tout étant de faire en sorte de convertir le gameplay, de créer une proximité entre ce que tu vas raconter et ce que tu joues. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le Graal visé, ça. Ça, c'est le Graal visé, parce que la question, c'est à la fin, hein, au-delà de faire du gameplay, c'est de créer de l'émotion. Avec du gameplay, c'est inhérent à notre médium. Ouais. Donc il y a une vraie question de comment utiliser et mettre à profit, enfin, le plus possible, les éléments inhérents au jeu vidéo pour transmettre des émotions. Donc l'interactivité, si. Et quel est votre parcours depuis, du coup, à travers ces métiers-là, si vous pouvez faire vite fait un CV grossier? Vous êtes plutôt suivi, je pense, mais depuis quelques années, en tout cas. Tu veux dire vraiment sur la partie jeux vidéo, tu veux qu'on recommence au début de l'ère Alors, La c'est naissance. une question qui intéresse beaucoup, c'est comment vous êtes rentré là-dedans, finalement, parce que vous êtes d'une époque, voilà, où c'est pas forcément quelque chose de très, très répandu, il n'y a pas des écoles dans tous les sens. Et puis après, peut-être, ouais, T'as qu'à dire qu'ils sont vieux, en fait. C'est pas ce que j'ai dit, cher Doc. Qu'est-ce que tu Ils dis? sont pas comme toi. Ok, ça Ça part en balle réelle. Non, et puis ouais, les peut-être 4-5 gros moments, tu vois, de votre carrière qui est déjà bien conséquente. Je peux commencer. Moi, j'étais en Bretagne, j'ai fait des études. Ensuite, dans le nord de la France, j'ai fait une école de commerce. Moi, en réalité, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je sais pas s'il y a des jeunes qui nous écoutent, mais Il y a que ça. voilà. Donc, Non, il y a beaucoup, personnellement, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et puis, effectivement, l'industrie du jeu vidéo à l'époque, c'était pas non plus l'industrie telle qu'aujourd'hui. Quand j'étais en école, moi, j'étais bien passionné par. Je faisais ça tout le temps, en permanence, de la vidéo, du montage, du tournage. Je faisais que ça, en fait. J'allais rarement en cours, en réalité, je faisais ça. Et finalement, ça a été une porte d'entrée après pour Ubisoft, parce que j'ai connaissé une personne, justement, qui cherchait, en fait, des gens pour faire un peu des trailers à Ubisoft, etc. Et moi, de mon côté, je me posais la question de vers où je voulais aller. Et je savais que je voulais aller dans une industrie qui était un peu jeune, qui était en mouvement tout le temps. J'avais pas forcément défini que c'était le jeu vidéo. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça. Et plutôt que de rentrer dans la dimension trailer, je suis rentré directement dans la dimension production. Et là, c'est l'époque quoi, PS1 avant? C'est après l'époque Nintendo 64. En fait, on gagne la Coupe du Monde en 98 et je rentre à Ubisoft quelques mois après. Ok. Donc c'est l'époque N64, PlayStation 2 quoi. N64, ouais. Voilà. Et après, donc moi j'ai commencé effectivement mon tout premier travail, ça a été ce qu'on appelait les playtests sur Rayman 2 et 64. Donc c'était organisé n'importe comment. C'était la découverte de comment on fait découvrir un jeu à des joueurs externes. Franchement, on savait pas du tout comment s'y prendre, mais bon, c'était apprendre. Voilà, on a appris plein de trucs. Et puis après, j'ai fait des jeux sur 64, beaucoup de platforming. Ubisoft à l'époque, c'était effectivement, Rayman 2 avait ouvert la voie, donc on faisait pas mal de jeux de plateforme. Donc moi, j'ai fait pas mal ça les premières années. Je suis parti au Canada, je suis parti au Maroc, et ensuite je suis venu ici à Montpellier pour BGE1.
Enfin, j'ai travaillé à distance sur BGE1 et j'ai tellement aimé ma relation et mon travail avec les gens qui étaient sur BGE1 à l'époque que j'ai eu envie de venir à Montpellier. Ok. Ouais, Et c'est vraiment ça en producteur fait. à ce moment-là? Bah, sur BGE1, j'étais additionnel producteur parce que Ok. l'équipe Mais tu était commences gérée déjà à ici. toucher à ce domaine-là, là. Ouais, Vraiment ouais. Et Oui, du en coup, fait, j'ai commencé un tes peu par études ça. enfin pas de commerce, mais de Oui, voilà, oui. Ouais, de Ça fait commerce, pas- marketing, de management, commerce, ouais, c'est ça. marketing, etc. Ouais. T'ont servi du coup, t'as pu ou t'avais tellement séché les cours parce que tu faisais de la vidéo que t'avais oublié. Comment ça s'est passé? Bah, ça a un peu servi forcément. Forcément, ce qui m'a plus servi, j'ai l'impression, c'est plus mon engagement associatif en vidéo, tu vois, où j'étais archi présent, que ça soit sur le terrain ou sur l'organisation de notre association, etc. Après, oui, bien sûr, les cours, etc., ça m'a servi. Après, entre le management à l'école et le management dans la vraie vie, ouais, c'est quand même pas mal. La théorie et la pratique. C'est vrai, c'est Bonjour. quand même pas mal différent. Mais ça m'a servi en tout cas, ne serait-ce que pour avoir la clé d'entrée pour entrer à Ubisoft, parce qu'à l'époque, ça faisait partie un peu aujourd'hui. Enfin, c'était une des clés pour entrer. Donc, D'accord. ouais, le réseau en fait, en réalité, de ces études-là, c'est ce qui m'a servi en réalité pour entrer. Ok. Donc on parlait de BGE1, où tu étais assistant producteur et du coup après c'est là où tu as commencé à enchaîner les projets chez Ubi en production quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. J'ai vraiment kiffé ma relation avec les gens qui étaient ici à l'époque, hein, où il y en a qui sont encore là. Et c'était hyper exigeant et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de travailler sur ce jeu-là en fait. Et puis après, bah voilà, je suis venu ici. Bon, je faisais déjà de la production avant d'être à Montpellier, mais effectivement après à Montpellier, je suis venu pour King Kong, Peter Jackson King Kong. C'est mon premier projet ici à Montpellier. Après, j'ai fait tout un tas de jeux différents. Et puis là, plus récemment, Prince of Persia The Lost Crown. Pour faire court, quoi. Pour faire court. Ouais, pas mal. Et Mounir. Et donc, moi, tout a commencé dans la capitale de la mode, Limoges, capitale européenne. Ouais, donc lycée. Je pense que comme beaucoup de jeunes, je savais pas comment en fait rentrer dans le milieu, comme on dit. Donc on essaie de dessiner, on s'approche des copains, on essaie d'inventer voilà des jeux. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens formels de créer du jeu, mais à mon époque, il y avait pas d'Unity, il y avait pas de d'Unreal, donc il fallait en fait se débrouiller par soi-même. Puis Internet, c'était pas encore trop ça, on va dire. Et donc moi, c'est exactement. Donc j'ai essayé de monter des jeux avec les potos. Je dessinais. Je pense que on essayait de faire comme on pouvait, mais sans avoir une idée très concrète de comment toucher ce milieu-là. Et moi, le seul moyen que j'ai réussi en fait pour essayer d'atteindre en tout cas ce milieu-là, c'était celui de l'entrepreneuriat. Je me suis dit j'ai potentiellement pas en fait un super bagage technique. Voilà, peut-être que je peux par contre monter une boîte et puis ça ira bien au padré qui voulait que je reprenne sa boîte de genre d'entretien. Moi, j'avais d'autres projets personnellement, donc j'ai fait une IUT en ressources humaines au départ. Donc autant vous dire que ça a été le rêve. Enfin, désolé pour tous les RH en devenir, mais c'était pas mon kiff du. En plus, j'étais à la RDTHV, la Régie des Transports de la Haute-Vienne, et c'était pas non plus le truc le plus fou du monde. Ouais, ça fait. Désolé, hein, ça fait pas rêver. Ouais, ça m'a remis les. Tu peux redire Game Director. Ça tape beaucoup. Donc ouais, ça m'a remis un peu les idées en place, et c'est vraiment l'époque aussi des premières écoles qui émergeaient en France, et donc notamment Supinfo Game Rubica, première promotion. Donc on y a participé. On est allé au casse-pipe aussi. C'est ça. La peinture était encore fraîche, ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a monté, enfin, réellement, j'ai fait partie de la toute première promotion et ça a permis aussi à ces écoles-là de se construire. Super expérience, hein, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des personnes qui venaient de tous bords. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire et des études et puis me former, hein, et puis toucher des moteurs. Donc génial parce que aussi des moteurs de jeu. Ouais, des moteurs de jeu. Pas de voiture. Et alors là encore galère pendant 15 ans. Un peu de moteur. Ouais. Et des rencontres aussi avec des professionnels en fait, des gars qui étaient dans le jeu vidéo depuis un moment à Bordeaux, à Paris, des professionnels comme Manu Bevan, puis d'autres. C'est peut-être plus ça l'avantage des écoles, c'est d'avoir accès à des pros en fait que normalement tu sais pas du tout comment aborder quoi. Ouais, puis
Puis de réunir des métiers aussi différents. Ouais. C'est ça. Puis quand t'es dans une école, t'es encore un gosse, donc t'es avec des pros qui te racontent des anecdotes en fait du milieu, et puis c'est un truc de fou quand même. Ça te fait rêver, quoi. Ouais, voilà. Tu te rends compte de la chance que tu as et du fait que tu vas pouvoir enfin toucher du doigt et aller de l'autre côté du miroir, et ça c'est quand même un truc de malade. Et donc c'est comme ça que j'ai pu ensuite rentrer dans le marché, commencer à aller dans le jeu mobile, puis je suis rentré en 2006 à Ubisoft Paris sur Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Pour la petite anecdote, j'ai été recruté par Christophe Pic. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Et, il est partout, cet homme. C'est exactement. Et on s'est suivi depuis. Donc c'est une chouette histoire aussi. Poteau. Et t'étais en game design sur ces... On était en level design ensemble. Okay, donc j'ai commencé effectivement en level design. Et puis à un moment, il m'a proposé, au bout de 1 an et demi, 2 ans, une aventure en Caroline du Nord. Je me suis dit, ouais, bon, la Caroline du Nord, c'était pas trop mon truc à cette époque-là. Puis lui, il avait l'occasion aussi à un moment de descendre à Montpellier. Il m'a proposé de le suivre et je l'ai suivi. Et c'est comme ça que 2 ans après cette première expérience, on s'est suivi en fait jusqu'à Montpellier. Et d'accord. Du Lapin Crétin, du Michael Jackson, du Zombie U, etc. On a eu la chance de pouvoir toucher plein de jeux différents. C'est une force pour moi parce que c'est aussi toucher plein de publics, aussi toucher à plein de problématiques différentes en game design. Donc, très très riche en termes d'expérience. Et comment de level designer tu es passé à game designer et game director? Honnêtement, ça s'est fait vraiment sur les discussions, je pense. Au départ, qu'on avait avec Christophe, on parlait. Enfin, encore une fois, il faut savoir que le design n'est pas toujours aussi scindé sur le marché, en tout cas dans les entreprises. Il y a des boîtes qui font pas la séparation entre game design et level design, par exemple. Si tu vas chez Naughty Dog, il y a des designers, ils font du système, du world, etc., et du game design. Donc nous, on avait cette séparation, mais malgré tout, on parlait aussi de game design. On faisait du level design, mais on devait répondre aussi à tout ce qui va toucher à la récompense, à la progression, et donc on avait une affinité aussi pour ces sujets-là. Et lui, quand il a eu l'occasion, en fait, de son côté, de prendre la direction d'un projet de game director sur notamment Rabbids Go Home, il y avait un fit parce que sur les discussions, on s'entendait assez bien sur les solutions, aussi des affinités, tout simplement sur les jeux qu'on kiffait à l'époque. Donc comme ça, de fil en aiguille, il m'a proposé le truc et puis voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. D'accord. Il nous a parlé de T-Walk, je crois que c'est T-Walk. Tu as fait partie aussi de cette expérience ou... Non. Lui, en fait, je pense que c'était vraiment encore il y a très longtemps dans une ère oubliée avant Ubisoft, en tout cas entre les deux. Et non, moi, j'étais pas là-bas. D'accord, ok. Tu vois que c'était le jeu qu'ils avaient fait. C'est une boîte. C'est ça, c'est la boîte qu'ils avaient montée. Exactement. Voilà, ouais. Ok. Bon, très bien. Et du coup, après ça, game director jusqu'au bout, quoi. Tu ne t'es jamais arrêté. Ouais. Alors ça, c'est une autre histoire, mais je pense que... Ça serait un peu un autre podcast entier, carrément. Non, mais Abdel peut en parler parce que derrière ça, j'ai vadrouillé. J'ai eu l'occasion aussi d'aller au Canada à un moment. C'était en 2018. Et puis, j'ai reçu un beau matin ou une belle après-midi. Je me rappelle plus quand c'était. Un appel. Ça va être l'après-midi pour moi, ça va être le matin pour toi. Ouais, c'est vraiment comme ça. Oh là là, c'est précis. Ouais, moi, effectivement, déjà, je savais que, voilà, je connaissais les talents de Mounir, parce qu'il était à Montpellier, à cette période-là, il était au Canada, et j'avais vu de quoi il était capable, et notamment sur la question du combat en particulier, et moi, à ce moment-là, j'étais en train d'essayer de lancer Prince of Persia. Mais pour le coup, j'avais eu pas mal d'expérience avant et j'en étais à un moment donné de ma réflexion en me disant je commence pas un jeu sans être sûr d'avoir vraiment un game director super fort et le jeu qu'on va faire là, il faut qu'il soit gameplay first en fait, donc un mot qu'on emploie beaucoup, mais on n'a pas toujours été comme ça en fait en réalité. Et donc du coup, j'ai appelé Mounir au Canada en lui disant tac, est-ce que ça te branche? Et je l'ai un peu perturbé parce qu'il était là en train de faire sa vie avec toute sa famille au Canada, etc. Donc là, je lui dis est-ce que tu veux venir à Montpellier, quoi?
Et puis, je crois qu'il a mis 24 heures ou 48 heures. Ouais. C'est ça, 24 heures, le lendemain, je pense. Non? Je pense, ouais, je t'ai fait croire que j'allais réfléchir longtemps. genre, tu vois, allez, donne-moi une semaine, tu vas voir. Mais ce qui a le game changer, c'était les gars. Tu m'as quand même dit qu'il y avait et Jacques Exertier et d'autres personnes, et ça oui. C'est l'équipe, quoi, qui t'a convaincu. Quand t'étais au Canada, t'étais chez Ubisoft aussi? Exactement. D'accord. T'étais à Ubisoft Montréal? J'étais à Ubisoft Québec. À Québec. Qui a bossé dernièrement sur Assassin's Creed Shadows, et donc j'étais sur un autre projet à l'époque. Et donc, dans ce cas précis, c'était une commande d'Ubi, et toi, tu as dû commencer à chercher une équipe? Pas vraiment une commande d'Ubi, c'est de toi. En fait, si tu veux, c'est une de mes questions qui était là, on peut dire en général que tout part de vous, mais est-ce que c'est un peu plus subtil que ça? En fait, les deux sont vrais. Dans le cas de Pop, c'est plutôt parti de nous. Enfin, c'est plutôt nous qui avons poussé, voilà. Mais parfois, ça peut être aussi des commandes d'Ubisoft. Et c'est souvent le producteur qui est quasiment le premier sur le truc et qui va devoir justement trouver un game director, un gars pour la DA, etc. Ou est-ce que ça peut venir de plein de personnes? Non, ça peut venir de plein de personnes. En général, c'est souvent des personnes qui ont de l'expérience et qui ont déjà pris des responsabilités sur des projets. Ça, c'est sûr. C'est plus difficile quand t'as pas shippé plusieurs jeux, etc. de venir, voilà. Malgré tout, il y a une certaine légitimité, confiance à obtenir qui s'obtiennent au fil de tes expériences, quoi. Mais en tout cas, non, c'est pas forcément le producteur. C'est pas forcément le producteur. Non. Donc là, parce que forcément, les exemples qu'on va citer, ça va souvent être des exemples qui sortent d'une boîte de l'échelle d'Ubisoft. Mais est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer quand même à des équipes plus petites, à des équipes indépendantes, à des gens qui veulent faire un jeu? Est-ce qu'on peut se dire, ça serait peut-être pas mal de commencer avec quoi, du coup? La core team, comme on l'a dit, j'imagine, mais ça veut tout et rien dire. Comme tu disais, Mounir, les métiers se mélangent finalement. Donc, est-ce que c'est plus un côté humain? Qu'est-ce que vous metteriez, vous, en avant? Est-ce que c'est plus, comme tu dis, le fit, où il y a quand même aussi, il y a quand même 3-4 compétences qu'il faut bien cerner pour pouvoir commencer proprement, quoi? Parce que là, on est encore dans une sphère où, bon, t'as un jeu en tête, t'as un titre. Qu'est-ce que vous vous dites, quoi? C'est un peu ça. Tout commence à la base par une idée. Et il n'y a pas une recette en réalité. Il y a un peu cette urbaine légende qui dit que on a toujours un game designer, un concepteur de jeu qui est à l'origine d'une idée. En fait, l'idée, elle peut émerger d'une mécanique de jeu, elle peut émerger de l'envie de raconter une histoire ou simplement d'un kiff sur un sujet tech art. Voilà, tout est bon à prendre tant qu'à la fin, le joueur reste le sujet final, c'est-à-dire transmettre quelque chose pour ce joueur-là. Et en l'occurrence, pour le projet Prince of Persia, moi, personnellement, j'avais déjà eu une histoire avec la marque. J'ai eu l'occasion, par le passé, de travailler avec Jordan Mechner, donc qui avait créé la marque. Le daron. Voilà, donc c'est quelque chose qui avait maturé des envies et aussi d'anciennes idées. Donc effectivement, il y avait aussi des prototypes par le passé qu'on avait réalisés, notamment avec Christophe et d'autres, sur comment essayer de faire du combat en 2D de manière différente, de lier mobilité et mécanique de combat aussi. Donc plein de choses qui étaient restées en tête. Et puis c'est un sujet effectivement moi qui me passionne. Hein. Et l'idée c'était d'essayer de revenir et sur ces deux sujets. Déjà la chance de pouvoir à nouveau là, parce que bosser sur cette marque-là, c'est quand même un kiff. Avec des personnes qui sont extraordinaires, avec qui tu peux apprendre et qui ont une expérience folle aussi. Et du talent. Et du talent, effectivement, parce qu'on parle de Jacques Exertier, on parle de Christophe Pic, Jean-Christophe Alessandri, enfin vous vous rendez pas compte, même pour moi en fait c'était un truc de malade, c'était des cadors et ils sont c'est les gars, c'est des bonhommes et ils ont une humilité de fou, mais en fait c'est des cadors, hein, on se rend pas compte, et qui viennent de milieux comme le dessin animé, la bande dessinée ou d'autres trucs comme ça. La démoscène, vous parlez de la démoscène, pour JC aussi. Vieux briscard de la techno, quoi. Exact. Enfin, pas de la musique. Hein, et moi, un truc de fou, je venais de Limoges, quoi.
Donc voilà quoi. Donc ouais, et puis c'est l'occasion de refaire un truc ensemble et puis ça allait assez vite. Et on a commencé à distance comme ça pendant 9 mois, quoi. plusieurs 9 mois. mois. Alors, à décalage. discuter, ça Pendant le Covid ça aussi. discute de Ouais. quoi à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il y a une idée, on se dit: «Tiens, on aimerait bien faire un Prince of Persia, retour à la 2D, mais quand même en 3D, un peu, histoire d'avoir de la profondeur, de jouer sur la» voilà, OK. Mais et après? Je veux dire que l'histoire, le tout ça, c'est qui? C'est le producteur, c'est le game Non. director, c'est le DA, et après comment ça va évoluer, c'est quoi les récompenses, les évolutions, les compétences, je m'arrête là parce que sinon ma phrase va durer Ça trop peut être longtemps. tout n'importe quoi, je pense que c'est ça qui est compliqué, non? Ouais. Bah, c'est sûr qu'il y a plein de sujets, hein, déjà, parce que le jeu, il est en 2D, enfin, caméra 2D, ça, c'est quelque chose qu'on a décidé très vite, mais est-ce qu'effectivement, il est en 2D ou en 3D avec la caméra? Voilà. Donc, ça, effectivement, c'est des discussions. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, quand même à la base, donc il y a une envie très forte et puis il y a quand même une vision qui est portée par le game director. C'est-à-dire que, il y a quand même des choix qui sont des choix structurants, qui permettent derrière de prendre des décisions sur tout un tas de sujets. Et les T'as un premiers, exemple ou deux, ouais, bah oui, les premiers choix, c'est on va faire un Metroidvania. Donc ça, c'est déjà un donc choix un fort, genre en fait. finalement Un genre, en qui va fait, donner une direction globale. bah, Ce en tout genre, il cas, peut il va évoluer, j'imagine, en plus, c'est pas bah, nous, il a pas évolué, ça peut, j'imagine, dans une Oui. autre, voilà, dans une autre équipe. Ça aurait pu évoluer, mais là, la vision était, très claire qu'on allait faire un Metroidvania. Comme dit Moon, il avait déjà quand même pas mal réfléchi à ces histoires de combat dans la mobilité, et cetera. Donc on savait aussi, ce qu'on allait aller chercher dans le feeling, en fait. D'ailleurs, ce combat, il s'appliquait aussi à autre chose. Si ça avait pas été un Metroidvania, ça aurait pu s'appliquer quand même? Ou est-ce que déjà tu pensais le combat par rapport à du Metroidvania? En fait, Après, on parlera pas que de Prince of Persia, mais encore une fois, tout est intriqué. Il y avait le genre, mais le genre, tu peux l'adresser de différentes manières, hein. Le Metroidvania, pour moi, ce qui était important, c'était de m'assurer de retranscrire cette marque-là, particulière, Prince of Persia, qui a un héritage Oui. 2D, mais aussi 3D fort. Donc, moi, j'ai connu en fait les deux, quoi. Et j'ai commencé avec les épisodes 2D qui ont une fibre De Jordan Metroidvania aussi. Mechner, du coup. Jordan Mechner, enfin pour moi, même si c'est assez linéaire sur ces 13 niveaux, mais t'es perdu dans un maze. Tu dois en fait apprendre par toi-même, observer ce monde-là, le comprendre. Donc Et en même temps avoir la pression de l'horloge. et effectivement, cette pression de l'horloge, donc la thématique du temps qui est toujours présente, quel que soit l'épisode. Mais les joueurs aussi avaient en tête, quand on parle de Prince of Persia, ce qui revient souvent, c'est les épisodes 3D, Sands of Time en l'occurrence. Après, il y a un débat, c'est quoi le meilleur, ton préféré, Sands of Time ou Warrior Within, en fonction d'eux. Et nous, le premier exercice, au-delà de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, c'est s'assurer de comprendre ce qui est réellement Prince of Persia. Tu vois, déjà de se dire, c'est quoi, bien définir en fait cette marque-là, définir les attentes, essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui a fait aussi le succès de ces jeux-là, et essayer de voir comment les retranscrire. Il y avait par exemple dans nos premières discussions avec Prince of Persia, vous savez, ce côté balai aérien, animation acrobatique. Le prince est un félin, d'ailleurs, c'est le prince, il n'a pas de prénom, ça a toujours été le prince. Et donc déjà, lorsqu'on en discute, ça pose des questions sur... faut pas rentrer non plus trop dans les détails techniques, mais il faut savoir que les épisodes 3D étaient faits en fait avec des animations qui étaient... le système était animation driven, donc c'est-à-dire que c'était les animations qui définissaient la chorégraphie. Le joueur appuie sur un bouton, ça lance des animes, il peut pas interrompre tout ça. Donc la plus-value étant la beauté visuelle, le côté très chorégraphique, on va dire, chorégraphique. Ce que l'on perdait au change, c'était l'input et tout ce qui est la réactivité. Réactivité, ouais. Je suis encore un peu Jean-Claude Van Damme. Responsiveness. Et donc, il y avait une vraie question de, puisque le genre du Metroidvania se définit aussi par la maîtrise de l'espace, comment créer cette chorégraphie en fait avec des mécaniques qui se combinent entre elles, donc quelque chose où mon jump, mes attaques et puis toutes les autres abilities que je vais choper au fur et à mesure me permettent de faire des chorégraphies, des chorégraphies construites à la main.
Oui, finalement, ouais. Voilà. Un peu. Donc le joueur tu est en enchaînes et maîtrise. que tu maîtrises et Donc que tu tu crées, Limite, c'est que le tu joueur qui crées au crée fur et sa à mesure. propre chorégraphie. C'est Hein, ça. tu lui files les outils pour qu'il puisse. Bon, là, on va Mmh. donner l'exemple, mais comment il s'appelait le mec qui faisait des combos de zinzin, Oui. super game God, god machin, Ouais, truc. ouais. Et en fait, tu te Breaking rends God, compte que ouais. là, c'est là où tu dis, ok, on a donné les bons outils pour que les mecs puissent s'amuser et vraiment, c'était une chorégraphie, quoi. C'était un mec C'est qui faisait ça. un combo de malade mental qui durait des minutes et des minutes. Ouais. Mais alors là, du coup, c'est un cas un peu particulier où vous avez déjà une brand, où vous avez déjà pas mal de choses en fait dans votre tête au moment où vous allez discuter. Comment ça Oui, il se y a passe des quand vous jalons qui partez sont déjà faits. C'est ça, et quand vous partez sont déjà d'une page posés. blanche, comment ça se passe du coup? Enfin, qui est pas totalement blanche parce qu'il y a toujours une idée qui est là au départ, tu vois? Et là, du coup, c'est quoi les discussions à ce moment-là? Quand vous êtes vraiment partez de from scratch, là, ça doit être un peu plus fumeux, tu vois, brumeux? Ouais, cela dit, je pense qu'il y a des choses communes, hein, dans les discussions, néanmoins, en fait, hein. Parce que là, effectivement, il y a, s'approprier la marque et la faire évoluer. Là, on a parlé de l'exemple, d'un point de vue, mécanique, mais en réalité, ce que ça dit derrière, c'est identifier aussi, des potentielles, lacunes par rapport à un marché du jeu vidéo d'aujourd'hui, en fait, et donc qu'est-ce que tu dois moderniser? Ça se fait d'un point de vue, visuel également, d'un point de vue identité, et ce que tu es en train de faire à ce moment-là, c'est que tu es en train de te dire, voilà, comment je fais un jeu qui s'adresse aux joueurs, d'aujourd'hui? Et dans les discussions, globales, ça serait le même genre de discussion. Alors, forcément, heu, tu pars pas avec le même, bagage, quoi, mais tu décides quand même de thématiques, même, quand bien même tu as une feuille blanche, au bout d'un moment, tu décides, en fait, que ta thématique, ça va être celle-là, et cetera. Même un truc que tu as envie, en fait, dans le Voilà, parce qu'en fait, le point de départ, c'est une envie forte. C'est, Et toi, du coup, ça t'arrive de... Est-ce que tu as l'impression des fois d'avoir un input plus précis sur ce qu'attendent les joueurs, avec de très gros guillemets que je fais avec mes doigts? Tu vois que des gens qui sont plus dans le design et qui ont... Tu sais, c'est un peu comme un mec qui a envie de faire son jouet, mais toi, tu vois que ouais, enfin, ton jouet, là, en vrai, déjà, il sent un peu la poussière. Est-ce que tu as cet input en tant que producteur un peu plus extérieur? Ou est-ce que non, en fait, finalement, vous avez à peu près tous la même vision? Parce que j'imagine que vous regardez Oui, oui. tout ce qui se fait en ce moment, vous allez regarder des disons que références, jouer à des jeux. ça dépend avec qui tu travailles, j'ai envie de dire. Ouais, bien sûr, ça c'est sûr, forcément. Là, en l'occurrence, non. Ouais. En l'occurrence, non, mais oui, parfois le rôle peut être c'est pas le cas là du tout, en fait, mais Sans mettre de la parfois, hiérarchie, ouais, tu ouais. vois, mais juste Mais dire oui, parfois le rôle, peut être, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, de dire à un moment donné, bon, est-ce que là vraiment, on est content de ce qu'on est en train de faire? Et ça, c'est un truc, super important, de est-ce qu'on croit à ce qu'on est en train de faire? Et ça peut être le rôle en réalité, de plusieurs personnes, dans l'équipe, qui peuvent, sentir que, si tu sens au bout d'un moment, en réalité, après toi en tant que producteur, tu peux avoir, cette responsabilité d'observer, en fait, si l'équipe elle aime le jeu qu'elle est en train de faire. Tu peux avoir cette responsabilité-là, mais en réalité, les gens de l'équipe, et en particulier les créateurs, ils sont sensibles au fait que, l'équipe s'approprie le jeu et l'équipe a envie de faire le jeu. Et c'est là où tu sens que, tu es en train de faire un truc qui est cool, et si l'équipe s'ennuie, Donc, qui ose pas le dire, c'est là où déjà dès le départ ça part mal parce que ouais. Alors la question de faut pas une oser le audif. dire, c'est une question intéressante, mais qui vient sur la question du coup de la philosophie de management. Je pense que nous, dès le début aussi, quand on a construit l'équipe, on avait des messages quand même assez transparents avec les gens qui rejoignaient l'équipe sur, dites-nous quand ça va pas, dites-nous si vous aimez pas, on a envie que vous critiquiez, les trucs, quoi. Ça, c'est parce qu'effectivement, tu peux se retrouver dans une situation où culturellement les gens osent pas dire les trucs, et là, c'est pas cool parce que, tu as besoin, surtout dans un média interactif comme le nôtre, mais j'imagine dans la plupart des médias, de te faire, challenger, en fait. Et les designers, pour le coup, ils adorent ça, se faire challenger, parce qu'ils doivent résoudre des problèmes en permanence, en fait. Il y a la partie créative, mais il y a la partie résolution de problèmes. C'est-à-dire, c'est dur de donner des exemples, mais en tout cas des problèmes de design, c'est peut-être plus facile de le comprendre, si on doit se dire, si on doit faire un parallèle avec un designer industriel, en fait, qui doit fabriquer une chaise, et cetera. Il résout des problèmes, en fait. Le game designer, il résout également, des problèmes. Il y a vraiment la notion de design, elle est vraiment super importante à comprendre. C'est pas juste créer, c'est designer, et c'est pas tout à fait la même chose. Et alors
tu parlais de sentir les attentes des joueurs. Alors déjà, il y a tellement de profils de joueurs, ça me paraît très compliqué. Et quand même, on peut surprendre le joueur sur des choses qui sont déjà connues. Et comment vous faites justement pour réinventer, enfin pour vous dire comment réinventer un truc, parce que vous parlez de Metroidvania. À un moment, je finis une phrase, je vous jure. Metroidvania, on est d'accord que c'est un mélange de Metroid, Nintendo, et Castlevania, Konami, si je dis pas de bêtises. Je crois que t'es juste, oui. Je suis juste, hein, pour une fois. Donc, ça remonte à... le style a quand même vachement... et resté quand même le même tout en évoluant. Et du coup, comment vous faites, vous, pour vous dire qu'est-ce que je vais apporter de neuf, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau sur un truc qui date de l'époque où il y avait 64 pixels à l'écran. Donc de refaire un énième Metroid ou un énième Mario, voilà. Ouais, déjà en fait, avant même de discuter intrinsèquement comment on allait faire évoluer le genre, comme je disais, il y avait déjà Prince of Persia. C'est Prince of Persia pour ce genre-là, en fait. Il y avait au départ simplement, et on partait d'assez haut sur établir une vision et être capable de fédérer des gens, n'importe qui, autour d'une vision assez radicale d'un nouveau Prince of Persia. Et donc pour faire ça, tu posais la question de comment on fait pour réinventer. On va prendre des choses, on va dire, connues, et on va d'une certaine manière, les twister. Pour pas trahir, en tout cas. Donc, twister pour mieux surprendre. Un exemple, c'était des trucs très cons, hein, mais on a l'habitude, en fait, de jouer un prince seul. OK ? On s'est dit assez tôt, en fait, le prince fait partie d'une team, les immortels. Et chacun est, en fait, d'une certaine manière, un super guerrier dans sa discipline. Et donc, on commençait à définir c'est quoi ces disciplines, ces personnages, des gabarits. On descendait plus bas en disant notre personnage central, c'est ce héros, c'est Sargon. Sargon, bien évidemment, on avait Jacques Exertier qui cherchait un nom donc voilà, qui soit évocateur. Sargon, qui est un personnage qui a eu justement de l'histoire iranienne, qui est qui Sargon d'Akkad, qui s'est monté, qui en évoluant a réussi à devenir roi par ses actes, par ses actions. Et plus que par le sang. Et donc, il y avait des choses comme ça qu'on commence à construire en essayant d'y mettre du sens. Et puis, les gros éléphants aussi dans la pièce. On est habitué avec les Prince of Persia, et notamment les derniers, à maîtriser le temps. Voilà, il y a revenir en arrière. Voilà, revenir en arrière, ralentir le temps, etc. Et comme on aime bien les problèmes, nous, on s'est dit très rapidement, écoute, on va donner ces pouvoirs au grand méchant. Voilà. Direct. Et ça, en fait, quand tu fais ça, et je reviens tout à l'heure à l'exercice du Metroidvania, quand tu joues à un Metroidvania, plus tu évolues dans ce genre-là, plus tu acquiers des compétences qui te permettent de maîtriser l'espace. Au départ, tu te déplaces, tu sautes, etc. Et plus tu avances, plus tes capacités de déplacement s'étoffent, et presque à la fin, tu voles, ou en tout cas, tu es capable de faire des choses libre, quoi. Voilà. Et nous, le parti pris, c'était que et Sargon et ce grand méchant Varam représentaient un peu les deux faces des pouvoirs du temps. L'un représentait le temps, l'autre l'espace. Celui qui possédait les deux pouvait être le futur roi, justement, de la Perse. C'est là où on voit que tu mélanges la narration avec des idées de gameplay, finalement, parce que là, tu es déjà en train de parler un petit peu de gameplay, de d'ordre d'interaction dans un sens, dans l'autre et tout. En fait, c'est là où on voit que, c'est pour ça que c'est pas aussi facile de répondre à toutes ces questions, c'est que tout est intrinsèquement lié, quoi. C'est ça. C'est vraiment lié, quoi. Donc, le plus c'est lié, plus c'est puissant, quoi. Oui, en plus, évidemment. Tu pourrais te dire, vas-y, on prend juste un concept et puis on y va, mais ça ferait un jeu assez simple. Je veux pas dire mauvais, hein, mais... Et je voudrais peut-être corriger, parce que je me suis peut-être mal exprimé quand je parlais des attentes des joueurs. C'est pas ça qu'on cherche, hein. Quand je parlais de ça tout à l'heure, c'était pour dire l'industrie, elle a évolué par rapport à Sons of Time. Donc le niveau de contrôle, le niveau d'attente interactive est plus le même. Mais il n'y a pas de définir les attentes des joueurs. Il y a créer. Je veux dire, c'est pas servir ce
ce que tu sais ce qu'ils veulent, quoi. Non, c'est pas pas du cette tout. position-là. C'est Non. C'est pas le côté de- fan service, Non, presque, comme non, on peut non, dire non. chez Marvel. Même une position d'auteur, tu sais, un peu de dire ouais, moi je sais ce que vous voulez, les gars. Non, c'est c'est pas savoir des- avoir conscience du marché, du jeu, en fait. C'est ce que Bah, tu- en je tout te- cas, pardon, c'est- je te laisse dire. Parce que- Ouais. En tout cas, c'est créer et se confronter à des joueurs pour qu'ils testent, en fait. En l'occurrence, les premières mécaniques sont testées. Forcément, elles sont testées par le game dev, vu qu'il est design, et il voit des potentielles opportunités dans sa philosophie de construction de design, encore une fois. Et après, tu la mets aussi dans les mains de joueurs, et là, tu observes en fait qu'il y a une satisfaction Mhm. ou pas. Mais tu sais pas avant, jamais tu définis qu'est-ce qu'attendent les joueurs, parce qu'en fait, toi-même t'en sais rien. Tu vas chercher quelque chose, tu le trouves, parfois t'es content. Et il y a des choses qu'on a trouvées aussi et qu'on a abandonnées parce qu'on se disait que c'est une fausse bonne idée, etc. Donc voilà, je voulais préciser ça parce que quand je parlais t'as d'attente raison. des joueurs, c'était plus, voilà, les contrôles en 2025, c'est pas la même chose que les contrôles en 2010, et Ouais, donc c'est tu as clair. besoin de te mettre à jour. C'est Bon, plutôt ça ça. peut- en fait. ouais, Il y a ouais, beaucoup c'est- plus de boutons dans une manette de PS5 que de NES à l'époque. Et encore, En plus, oui. je sais pas si Mounir tu serais d'accord, mais ça pourrait aussi être un axe de dire je vais tordre ça et en fait je vais aller prendre un truc avec un gameplay à 3 boutons à la Mario typiquement. C'est pas si complexe que ça à la manipulation. Oui. Par contre, putain, qu'est-ce que c'est dense derrière, quoi. Et tout ce que tu as expliqué tout à l'heure pour faire comprendre aussi aux gens, on parle beaucoup de Prince of Persia parce que ça a été un peu le gros chantier de ces dernières années, mais du coup tu peux très bien appliquer ça à n'importe quel genre auquel tu t'attaques, quoi. Tu vas essayer de prendre à contre-pied à chaque fois, autant que possible en tout cas. C'est ça, et puis te poser la question de tout simplement pourquoi tu le fais. Tu vois, nous on le faisait aussi, désolé pour les joueurs aussi, pour se faire un kiff, tu vois, parce que Ouais, c'est clair. on est des joueurs, tu vois, on a joué à ces jeux-là et tu sais que c'est un jeu d'équilibriste, qu'il faut que tu fasses attention à ne pas trahir, mais les personnes que tu écoutes avant, c'est les gens de la team, et ça demande aussi d'une certaine manière de pouvoir aussi se libérer, de faire preuve d'une certaine, des fois, radicalité dans les idées pour éviter la compromission. Ce qui est un peu tiède, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec des idées assez fortes au départ. Et même après, quand on va descendre au niveau du prototype, parce que j'imagine que vous attendez aussi ça. Va y arriver. Ouais. C'était après de se dire, quel pourrait être justement les mécaniques, en tout cas l'élément le plus petit, pur que l'on pourrait tester pour représenter cette intention-là. On a défini à haut niveau l'intention avec des trucs du genre quelque chose qui mette les joueurs en immersion, du style le prince a été kidnappé. Ah, merde, on n'est pas le prince, c'est qui le prince? Déjà, rien que dire ça, mais attends, mais d'habitude, on joue le prince. Non, le prince a été kidnappé, on ne joue pas le prince, on joue un immortel. Les immortels sont envoyés sur le mont Caf et ils ont pour objectif de sauver le prince. Sauf que patatras, il se retrouve emprisonné sur cette île, voilà, qui est maudite, et cet endroit-là, qui est maudit, va en fait créer une scission dans le groupe, parce que, etc., etc. Donc ça, on partait de là. De l'histoire, finalement. Ouais, avec des poncifs du film. On parlait de films de guerre, on parlait de Oui, Platoon, on parlait de guerre du Platoon, Vietnam. ouais. Et on se disait... Oui, carrément. Ouais, on est dans... oui. Comment la Perse rencontre Full Metal Jacket. On ouais, parlait c'est de ça, Platoon, en tout cas, on parlait de Platoon. Ouais. on parlait voilà de ressenti, d'émotion et de ce côté viscéral où des frères d'armes pensaient en fait Band of Brothers, du coup. exactement. Oui. La série. Et voilà, c'est cet endroit-là, ce lieu maudit-là, et cette problématique-là, ce conflit va mettre en jeu leur relation. Et ça partait de là. Donc déjà, dès qu'on racontait ça, on sentait qu'il y avait une forme de hook et plein de questions. Et les personnes avec qui on est, c'est qui Sargon, etc. Et puis c'est qui le grand méchant, et puis voilà. Et comment il se tape et puis, comment voilà. il se balade. Et pourquoi on fait ça? Et puis les pouvoirs, c'est quoi les pouvoirs? Ouais, ça. Et là, tu te dis, mais en fait, non, Non, les mais- pouvoirs, c'est le grand méchant qui est. Et là, les gens, mais vous faites quoi? Vous faites avec ma marque? Bordel. Vous allez pas mettre un paysan qui tape avec un bâton. C'est ça. Et puis, nous, on voulait en fait quand même honorer ces pouvoirs. Et l'un des premiers pouvoirs pour représenter justement cette intention, cette nouvelle vision de la maîtrise de l'espace, c'était le pouvoir de téléport. Voilà, qui était pour nous assez puissant parce que d'un côté, il permettait de corriger les erreurs telles qu'un rewind, le fait de revenir dans le temps. Sauf que, et là, c'est une
une petite critique qu'on faisait par rapport à la recette originale des Sands of Time, c'est que ce fameux pouvoir de rewind nous permettait de corriger, mais aussi d'effacer les réalisations qui étaient, pour le coup, potentiellement bonnes. C'est-à-dire que tu pouvais faire des trucs incroyables, chorégraphiques, super, et puis à un moment, tu te fais toucher, et puis tu reviens sur tout ça. Là, l'idée, c'était de se dire, on voulait un pouvoir qui permettait à la fois de faire le scout, tu laisses ta marque, tu pars tu prends un peu les devants, tu vas regarder justement ce qui se passe un peu plus sur quelques écrans un peu plus loin, puis tu peux revenir très rapidement pour voilà, mais aussi sans que ça revienne réellement sur le temps. Vraiment, tu reviens à ta position. Comme tu disais, que ça revienne sur l'espace et pas sur le temps, quoi. Exactement. Ouais. Et le truc qui était pour nous important, c'était que non seulement tu enregistres une position, mais tu enregistres une action. Donc, que tu sois en train de donner un coup d'épée, ou que tu tires une flèche, ou que tu sois en train de sauter, on enregistre l'état de l'action dans laquelle, voilà, que tu as réalisé. Tu peux faire ensuite quelque chose d'autre, et puis là, tu triggers ton téléport et tu vas rejouer cette action-là. Et on appelle cette approche-là, on parlait d'orthogonalité, expression, en tout cas combinatoire. C'était le début de je te donne un jouet, voilà. Et puis c'est toi, on te le donne, voilà, quelques actions, et il y en a pas beaucoup, et c'est toi qui vas faire ta tambouille et qui va essayer de créer des combinaisons et potentiellement une chorégraphie. Non pas parce que on l'a écrite en animation, mais parce que c'est toi qui l'as construit dans tes décisions. C'est là où on voit la différence de philosophie. Exactement. Truc, ouais. Et du coup, là, on arrive donc à cette étape où, bon, vous avez votre core team, 4, 5, 6 personnes. Vous allez commencer à vraiment mettre les mains dans le cambouis. C'est quoi vos tâches à tous les deux à ce moment précis, en fait? OK, on a réuni une équipe, on a une idée ensemble, on y va. De ton côté, Mounir, comment est-ce que tu vas aller, justement, twister ces trucs-là? Est-ce que tu passes par des petits dessins? Est-ce que tu vas dans un moteur direct? Est-ce que tu prends d'autres jeux? Voilà. Et de ton côté, Abdel, est-ce que tu vas commencer déjà à penser à un financement, ou est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que tu penses déjà à une taille d'équipe, ou c'est trop tôt? C'est quoi ton input aussi à ce moment, par rapport aux autres, aux créatifs finalement, sans jugement évidemment de valeur, tu vois, voilà, quel est vos inputs à vous deux à ce moment précis, et surtout comment vous procédez? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de comprendre un peu comment est-ce que vous arrivez au résultat finalement, parce que voilà. Déjà l'équipe qui était incomplète. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense un des tafs permanents, en tout cas d'un producteur au début, c'est la construction de l'équipe. C'est quand même un travail permanent parce que bah déjà c'est toujours incomplet. Il y a des choix à faire, il y a des risques à prendre, des négociations à avoir, des contournements en disant bah voilà, on va commencer comme ci, mais en sachant qu'après tu vas faire autrement, parce que t'as pas forcément les personnes. Voilà, c'est pas toujours évident d'avoir l'équipe dont tu as besoin pour faire ce projet-là. L'équipe de rêve tout de suite, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis tu as un dispo, certain niveau d'exigence. Tu sais que voilà, tu vas faire Prince of Persia. Tu sais que l'animation, ça va être un enjeu. Tu sais que... Et donc, du coup, déjà, tu identifies un peu tous les trucs un peu touchy, stratégiques qu'il va falloir résoudre. Tu défends effectivement le projet aussi au niveau de la direction, en fait. Mais c'est principalement ça. Tu essaies d'insuffler en tout cas une philosophie de travail. Tu prends des risques aussi sur certains recrutements en fait, hein. Parce qu'il y a des recrutements qui sont pas si évidents, et puis à un moment donné, il faut quand même se lancer. Faut quand même y aller, ouais, c'est sûr. Quand même y aller, et puis faire des paris sur des gens. Bon, tu portes un peu ça en fait en tant que producteur, j'ai envie de dire au début, quoi. Ça te prend pas mal de temps, je pense, de toute façon, hein, déjà. C'est Bah, déjà un ça taf. prend, ça prend de l'énergie, ouais. Ouais, ça a l'air de rien comme ça, mais Non, je ça pense prend de que l'énergie. c'est Surtout qu'on lui casse les couilles derrière. Voilà. Ça prend de l'énergie parce que. Puis on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va avoir un truc qui pète dans un coin, et voilà. C'est un des trucs aussi qui, je pense, a bien fonctionné avec nous, c'est qu'on se dit les choses. Voilà, tout le monde peut parler de toutes les matières, de game design, de réal, d'animation, et puis même de recrutement. Et en l'occurrence, il nous manquait il était question de transformer l'abstrait, le document à un moment, et puis les schémas en quelque chose de tangible, et notamment en prototype, avec des éléments assez complexes, hein, parce qu'on parle de téléport, etc. et tout. Et c'est là qu'on s'est dit, mais merde, il nous manque un gars, un programmeur, voilà, de talent pour faire ça. Et il manquait cette personne-là. Et puis on est allé, je me rappelle, à l'extérieur. Oui. Bah finalement, en fait, c'est
On a eu un stagiaire qui finalement n'était pas stagiaire parce qu'on prenait pas de stagiaire pendant le Covid, mais qui avait énormément de talent, qui avait un site sur lequel il faisait plein de démos, mais c'était son premier jeu. Matthew Isidore. C'était son premier jeu. Et honnêtement, il le sait, au début, on n'était pas sûr que c'est lui qui allait faire les 3C jusqu'au bout. Oui, typiquement, tu es là dans ce cas où tu disais juste avant, c'est bon, on te prend, mais dans vos têtes, c'est bon, il y aura certainement un senior qui va débarquer à un moment donné pour prendre le relais, en fait. Exactement. Sauf que, en fait, le gars, en fait, il est trop fort. C'est un allié. Et, voilà. Sauf que le gars il est trop fort et puis en fait assez vite tu comprends que t'as chopé une perle et qui fonctionne effectivement hyper bien en binôme avec le Game Gear, ça ping-pong et là tu dis en fait ouais t'as résolu un problème que tu savais pas que t'avais résolu et en fait voilà tu l'as résolu. C'est souvent un truc central du jeu vidéo, ce qu'on appelle donc les 3C, tu l'as dit rapidement, mais je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Non, c'est pas ça. Café, club, caca, c'est ça. Je rappelle effectivement, donc c'est contrôle, caméra, caractère, du coup, donc personnage. Pour ceux qui connaissent pas trop, et du coup, je me tourne vers Mounir en disant, est-ce que c'est souvent presque la pierre angulaire que tu cherches dès le départ? Est-ce que du coup là, tu fais des crowbars, tu vas faire est-ce que tu fais des maths? Est-ce que tu vois, parce qu'il y a plein de considérations finalement là-dedans dont on soupçonne pas, mais en fait, il y a vraiment des notions de dynamique, de quelle distance ton personnage va sauter, à quelle vitesse il court, quand il tape. Laisse-le répondre. Voilà. Non, déjà ça dépend le genre de jeu. Il peut y avoir en fait des genres ou je pense des fois à certains jeux narratifs où il y a une abstraction en tout cas du personnage contrôlé, ou des jeux de guerre dans lesquels en fait tu vois, ou de gestion dans lequel le joueur manipule une caméra, va pouvoir piquer, sélectionner des entités et puis finalement l'entité d'un personnage n'existe pas réellement. Là en l'occurrence on avait il y avait moi, il y avait Matthew pour faire ce prototype, et donc on n'avait pas d'animateur, mais c'était en fait la bonne configuration pour commencer, parce que ce que l'on voulait, c'était déjà, comme je disais, sortir du modèle animation driven, donc géré par l'animation, pour passer sur une formule qui était physique based, donc dynamic based. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'était que au lieu d'avoir tout simplement un personnage, je fais un input et je joue une animation, là, au départ, il faut bien se représenter notre personnage comme étant simplement une gélule. Une gélule, pas d'animation. Donc on la déplace, on va vers la droite, elle se déplace à une certaine vitesse, donc à une vitesse max. Elle a une accélération pour atteindre cette vitesse max. Donc notre gélule va juste faire une translation sur la droite ou vers la gauche. Mais il y a déjà des choses qu'on peut ressentir. On a déjà en fait des éléments de friction avec le monde, ne serait-ce que lorsque je démarre, lorsque je m'arrête, le temps, voilà, l'inertie de ce personnage-là. Parce que tu changes de direction en courant ou C'est en marchant aussi. Et puis son poids, parce que tu vas commencer à sauter, il y a de la gravité, tu vas devoir en fait, au moment de sauter, avoir des règles d'impulse, donc d'impulsion, où tu lances une force à une certaine hauteur, parce que tu commences déjà à dire voilà, je veux que mon personnage existe dans ce monde, et même si c'est une gélule, je veux le sentir. Je veux qu'il existe. Et si, généralement, tu arrives à avoir des sensations, parce qu'on est allé jusqu'à air dash, jump, double jump, wall jump avec cette gélule-là, si tu as des sensations... Téléport aussi, effectivement. Vous pouvez tirer des flèches et taper avec notre gélule. Mais si tu as déjà des sensations avec une gélule, imagine... justement avec des animations, avec des FX. Un super design. Inch'Allah, comme on dit. mais déjà, t'as ce qu'il faut au niveau corps, on va dire, pour faire une promesse. Et aussi pour comprendre s'il y a des choses qui s'amenuisent ou qui disparaissent en termes de ressenti. C'est super intéressant parce que tu te dis, et c'est vrai, des fois, en rajoutant certaines animations ou certains FX, les sensations peuvent être altérées. Dans un sens comme dans l'autre, ouais. Exactement. Donc ça demande en fait d'essayer, avec ces animations, d'essayer de joindre la dynamique. Vous voyez, de faire, lorsque notre personnage atteint une telle vitesse, d'avoir une amorce de run. Voilà, lorsqu'on est animateur, tu vas lui dire, voilà, ça c'est ta dynamique, il va falloir que tu fasses une course
qui se cale sur cette dynamique et pas l'inverse. Imaginez parce que là je le dis avec un grand sourire, le cauchemar pour les animateurs. Ouais. Ils disent putain, J'en connais un. c'est une manière en fait assez étrange de réfléchir. Alors tout n'est pas physique, dynamic based. Par exemple, il y avait ce qu'on appelle les changements de direction, les U-turns, qui étaient en animation, gérés en animation pure et dure. Donc, vous pouviez vous faire plaisir des fois sur certains trucs. T'as toujours un nombre de frames limité, quoi qu'il arrive, parce que comme tu dis, il faut que ce soit responsive, que ça réponde réactif. en fait. Voilà, merci. Exactement. Mais et j'en avais déjà parlé plusieurs fois au fur et à mesure de toutes les interviews qu'on a eues avec les équipes de JV. C'est la grosse différence et qui est très souvent difficile pour des animateurs, je trouve. Et je comprends maintenant pourquoi à l'extérieur on me disait toujours non mais le JV, il faut pas y aller, c'est chiant. Des animateurs qui viennent du monde du film de la d'animation CG, et tout ça, à qui on donne tout le nombre de frames possible pour faire un truc. Là on te dit non, tu vas mettre un coup de poing en 3 frames, tu te démerdes mon gros, parce que moi je veux que ça. C'est là où on en vient à ce que tu disais tout à l'heure, entre à quel point tu laisses l'animation prendre le pas ou le gameplay. Et ce que je trouve hyper intéressant avec ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'on comprend que avec juste une capsule déjà, tu peux faire ressentir plein de choses. Et pour moi, c'est ça l'essence du jeu. Exactement. Par rapport à un film, pour le coup. C'est ce que le jeu peut apporter. C'est en fait dans même c'est pour ça que ça devient aussi un mélange entre des mathématiques et enfin du design, quoi, tout simplement. Oui, puis tu peux te projeter, parce qu'avec la gélule, par exemple, il y avait tout le travail de prototypage sur la gélule, et puis il y avait aussi du prototypage de level design, c'est-à-dire avec le téléport, par exemple, très vite, on commençait à avoir des puzzles qui étaient faits avec la gélule, etc. Et là, tu te dis, en fait, avec ça, on voit qu'on va être capable de soit débloquer des zones parce que c'est un Metroidvania, soit résoudre des puzzles, etc. Et donc, tu te dis, en fait, là, la direction que tu es en train de prendre, elle est bonne, parce qu'en fait, très vite, le level designer peut créer des situations déjà qui sont excitantes. Ouais, voilà. Déjà faire les Lego. Et pour pouvoir faire ça, il faut des notions de rythmique et ce qu'on appelle nous après des métriques. C'est que il y a du ressenti, mais il faut en fait un peu contraindre la bête, lui donner un cadre. Donc tu as ton saut, il va falloir que tu lui définisses en fait une hauteur, une vitesse, etc. Donc un saut sur place, un saut en course, un saut en super course, la longueur d'un dash, la rythmique sur les wall jumps, etc. Tout ça, ça permet de créer en fait des niveaux qui sont orthonormés et des recettes pour s'assurer en fait d'avoir une cohérence sur la gestion de la difficulté. Ça, que ce soit en 2D ou en 3D, c'est la même chose. Toujours. C'est la même philosophie. Et c'est ces recettes, parce que là, ce que vous êtes en train de raconter, c'est on pourrait presque l'appliquer à du Mario, à du Sonic, à du... Enfin, si pour reprendre les grands les vieux dinosaures, mais c'est toujours la même chose, en fait. Mais et c'est justement de savoir définir exactement un côté presque arithmétique, ce genre de dynamique qui fait que vous vous démarquez du reste des autres jeux qui utilisent finalement les mêmes choses pour se déplacer, sauter, etc. En plus de l'histoire, en plus de l'ADA. Là, je parle purement en termes de game design, de gameplay. Ouais, ça va être aussi des choses, comment dire, qui vont toucher à, par exemple, à la gestion des challenges. Déjà, il y a un truc, c'est que dès lors que tu mets des mécaniques, tu intègres des mécaniques quelles qu'elles soient, pour un game designer, il doit s'assurer en fait comment dire, on appelle ça scalability. Comment on appelle ça la progression. L'échelle de progression. En tout cas, tu vas pouvoir t'amuser avec pendant 20 heures. En fait, c'est ça, c'est que leur potentiel de déclinaison ouais. pour des challenges easy, facile, médium et super difficile. Si t'as la rejouabilité, peut-être, c'est ça que tu cherchais comme terme. C'est la profondeur en fait. C'est t'assurer que t'as. Je vais faire une analogie avec vocabulaire et grammaire. Le vocabulaire, en fait, ce sont tes actions, tes verbes. Généralement, c'est des verbes. Une ability, c'est un verbe. Et il peut y avoir des verbes riches et des verbes pauvres. Un verbe riche, c'est un verbe que tu vas pouvoir décliner sur un grand, enfin, tu vois, un grand spectre de challenge, de très très facile à très très compliqué. Généralement, quand tu as une compétence qui est capable, qui a ce potentiel-là, c'est une compétence qui va pouvoir subsister tout au long du jeu. Et il faut imaginer ça après en combinaison d'autres compétences. Il peut s'avérer des fois d'avoir une compétence qui plaise à tout le monde. Ouais, c'est génial, c'est fancy, le personnage il fait un truc super cool dans les airs, et tu te rends compte que finalement c'est un verbe pauvre, une rime pauvre. On en a une rime pauvre qu'on a supprimé. Exactement. Genre, ça sert
pas hyper à grand-chose C'est et ça stylé, apporte mais pas c'est une grand-chose. C'est une fausse bonne idée. Voilà. Ouais, Ouais. C'est une fausse bonne idée. C'est sexy la première fois que tu le vois, Ouais. et puis en fait, tu te rends compte que tu vas pas vraiment faire grand-chose avec. C'est Et ça. ça peut avoir sa place en fait si tu connais en fait tes mécaniques. Si à un moment ta mécanique tu la mets une fois, 2 fois, 3 fois dans ton jeu pour créer un moment particulier, exotique, ça peut fonctionner. C'est simplement quand on parle de core gameplay, de cœur de jeu, il va falloir en fait que tu trouves des éléments extrêmement orthogonaux, très riches, Oui, qu'est-ce que t'entends par orthogonaux là-dessus? qui se combinent. Imagine une matrice XY où tu as tes compétences. Ok, ouais, je suis un mec chelou. Ah merde. Qui Tout se mélange simplement. en tout cas, quoi. Oui, je comprends. Voilà, tu vas mettre en abscisse en ordonnée tous tes verbes, tu sais, sauter, courir, attaquer, etc. Et ce qu'il faut que tu obtiennes à chaque fois, c'est des combinaisons. Si quand tu crées ce genre de matrice, tu as des zones grises en disant ça c'est pas traité, ça c'est pas traité, ça c'est pas traité, ça fait généralement des trous dans la capacité d'interagir. Et ça peut très rapidement créer des problématiques justement d'expression pour le joueur ou tout simplement de champ de possibilités. Un exemple, je peux tirer à l'arc. Je peux aussi m'accrocher à un point d'accroche sur un mur. Il y a un moment, en fait, tu peux te dire, il faudrait qu'il puisse tirer à l'arc tout en étant accroché à un truc. Et là, tu as des animateurs qui ont les yeux qui tournent. Mais tu as des level designers qui se disent, c'est génial, on va pouvoir créer des fois de la musique, des situations parce que tout ça n'est que musique finalement, où on va pouvoir faire du wall jump, pam, pim, pam, poum, s'arrêter, viser, construire notre chemin, parce que tu vas créer en fait une nouvelle plateforme ou détruire un élément de truc et continuer. Et ça, en fait, tout ça, ça vient du fait que de l'orthogonalité, du pouvoir de tes verbes à se combiner. Tu le mets sur papier des fois, ça, littéralement? Oui. Tu l'écris et Oui. pour t'en rendre compte justement visuellement? Ouais, même si j'ai du mal en fait à entretenir ces documents. Ce qui compte à la fin, c'est le parce que le document peut très rapidement être obsolète. Le vrai document étant le prototype et sa réalité. Mais oui, ce sont des intentions qu'on pose. On parle de piliers, on parle de vision, on parle justement de résumer le game feel que tu veux en fait à la fin et la promesse que tu fais aux joueurs aussi. Et cette promesse-là, une fois que tu l'as bien définie, une fois que tu as créé ce contrat un peu moral, c'est autant en fait effectivement une promesse que tu fais, mais aussi un endroit où tu peux revenir si tu te perds, parce que ça arrive beaucoup en fait quand tu prototypes des fois d'aller dans des directions très loin et puis de dire putain c'est ce que on est en train de faire là, ça s'éloigne. Ouais, sous le prétexte de l'exploration et de tester des trucs. Ouais, mais tu vas super loin en fait. Exactement. Mais c'est un exercice aussi que tu dois accepter. C'est là qu'Abdelak arrive, il dit les frérots, ça fait 3 mois que vous bossez sur un truc là. ça commence à coûter. C'est vrai parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu les regardes de loin faire mumuse ou est-ce que tu testes le jeu aussi? Qu'est-ce que tu prends? C'est ça. Non, ouais, c'est clair. Et rien du tout. Non, justement, en fait, t'as une présence-absence aussi. Ouais. Explique-nous ce concept. Ouais. Même moi, je suis là, je vous dis ouais, mais ouais. je me demande ce que ça veut en fait, on va comparer avec d'autres projets, c'est-à-dire qu'il y a des, tu vois les choses comment elles évoluent. Moi, ça m'est arrivé de voir dans des projets les choses évoluer d'une certaine manière où je vois bien que le projet est en danger. Ah, et donc là, tu as besoin d'intervenir. Donc là, j'ai besoin d'intervenir. D'accord, ok. Il y a ce côté un peu où finalement, si t'as pas grand-chose à dire, c'est que ça tourne quand même. En fait, en réalité, c'est ça. C'est pour ça que... Et quand tu vois, en fait, des choses arriver qui sont excitantes... En fait, quand on reprend l'exemple du téléport, quand tu vois les premiers prototypes du téléport, les premières utilisations, tu te dis, en fait, ce truc-là, tu vas l'avoir dans ton trailer. Là, tu sens que tu es en train de développer un truc qui est cool, que tu n'as pas vu. Tu sens qu'il y a une réflexion derrière. Et puis, dans ces moments-là, en fait, ce que tu dois faire, c'est laisser l'équipe, justement, creuser, chercher, et voilà, et trouver les moyens, dont l'équipe a besoin pour avancer. Ouais. Parfois, voilà. Donc, soit des gens, soit du matériel, soit même des locaux, pourquoi pas. Oui, des emplacements, des méthodes de travail. Et puis c'est toi qui vas devoir vendre tout ça derrière, donc vaut mieux les laisser bosser correctement pour que tu aies de la matière aussi pour derrière pouvoir défendre ton beefsteak. Oui, c'est aussi rendre visible le projet, faire parler du projet. Ça, c'est la tâche de fond, en fait, elle est tout le temps là, en lame de fond. Ouais, tout le temps là, rassurer aussi. Ouais, tout à fait. Et puis, ça, c'est quand ça se passe bien, parce que quand ça se passe pas bien, parce que voilà, ça arrive aussi, en fait. Beaucoup plus le cas, finalement, en fait, que ce soit dans les indés ou
n'importe où. Plus souvent, ça se passe pas si bien. Oui. Ça part en vrille dans tous les sens ou Comme on on s'y dit, se tu heurte vois, à un mur. il y a un projet où ça se passe vraiment bien, tous les autres, c'est le bordel, en fait. Ouais. Bah là, moi, je dirais pas ça. Non, alors sans En tout pointer cas, ça du doigt m'est tes arrivé. Oui, projets, bien mais sûr. tu vois, En tout cas, moi, on ça sait très m'est bien que c'est chaotique en général. Ouais, moi, ça m'est arrivé effectivement et donc du coup, effectivement, faut effectivement intervenir, avoir des discussions et en général, souvent, c'est parce que l'équipe est pas composée de la bonne manière. Et c'est là où ce que disait tout à l'heure Mounir est hyper important, je pense, pour les gens qui écoutent, c'est aussi quand il parlait de verbe riche, verbe pauvre, c'est vraiment de pas se laisser séduire. Parce que c'est ça le risque en fait, c'est que il y a jamais de truc c'est complètement nul en fait, ça se passe pas comme ça, c'est que y a toujours un truc où tu as l'impression que tu lances un lasso, OK, mais en fait la réalité et c'est là où le travail du designer il est super important, c'est est-ce que là cette action-là vraiment je suis capable de la décliner, je suis capable de jouer avec pendant 15 heures, 20 heures. Et c'est là où on revient sur la notion de vraiment de design en fait quoi. Et de challenger tout. Et est-ce que c'est pas aussi comment rendre ce truc-là, on sent qu'il y a quelque chose, comment le rendre sexy? Parce qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Est-ce que toi, en tant que producteur, tu dis: «Non les gars, là vous êtes en train d'abandonner un truc, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec ça» ou c'est plutôt le rôle le rôle de Mounir? Je veux pas parler trop à la place d'Abdelak. Moi, c'est ma responsabilité de garantir en fait que le jeu soit fun à jouer, mais Abdelak est aussi un créatif. C'est pas simplement quelqu'un qui est là pour organiser, voilà, etc. l'équipe. Il a un ressenti, il fait ses feedbacks et on écoute aussi. C'est un joueur, donc quand un joueur quel qu'il soit, te fait un retour et que tu as la chance d'entendre des feedbacks même potentiellement négatifs, tu les écoutes. Si tu es un tant soit peu malin, il vaut mieux en fait avoir ce premier reality check avec ton équipe plutôt qu'avec le public. Donc Abdelak, tout au long de la production, nous a fait des retours aussi bien positifs sur des choses, mais des fois négatifs sur des trucs de ressenti. Et puis, tout bord, je me rappelle des débats même sur la narration qu'on a eu sur certains points. Tout le monde n'aura rien à foutre ici, quoi. C'est ça aussi le jeu vidéo, c'est que c'est des débats passionnés, voilà, sur. Il n'y a pas plus passionné qu'un gamer en plus. Hein. Mettre du sens, voilà, mettre du sens partout et puis se retrouver. C'est pour ça que je disais ça en rigolant tout à l'heure, mais tu vois, je sais très bien que voilà, tu joues au jeu et que tu as ton input sur pas mal de choses, et je pense que c'est ça qui est hyper important en plus, parce que encore plus justement des personnes qui sont un peu moins les mains dedans. Je pense que c'est les personnes qui peuvent avoir le regard le plus clair par moment sur des trucs que tu vois plus, quoi. Puis ton rôle aussi C'est parfois, en tout cas, moi j'ai le sentiment que mon rôle parfois c'est aussi parce que les créatifs, il y a toujours du doute, forcément. Ouais, c'est clair. Il y a toujours, de rassurer. il y a toujours du doute. Et puis il y a des fois, oui, c'est poussé un peu. Donc toi, t'es convaincu, tu dis non, ça marche, go. Ouais, moi je me souviens, j'ai un souvenir sur c'est pas moi qui ai évidemment pris la décision, c'est Mounir qui l'a prise, mais je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un travail qui a été fait sur les animations où on était un peu radical sur la façon dont l'anime était traité. C'était Bruce, il avait fait 2 tests, etc. Un truc complètement justement anime, manga, un truc un peu plus timide et tout. Et c'était la première fois qu'on arrivait là à mettre le doigt dessus, et effectivement il avait discuté avec Mounir, etc. Et je pense pas que j'ai eu une influence déterminante, mais par contre, oui, j'ai dit mais ça c'est génial, ça défonce. Ouais. Ça c'est génial. Gardez ça plutôt que ça. Ouais, pas plutôt que, mais c'est plutôt faites-vous confiance en fait. Ouais, d'accord. Plutôt faites-vous confiance. Parce qu'il parlait du doute du créatif. Plutôt écoutez-vous. Je l'ai ressenti effectivement comme ça, parce que voilà, génération Club Dorothée, je parlais beaucoup de conneries, enfin pas du tout de conneries d'ailleurs, de choses qui m'ont inspiré quand j'étais jeune, et c'était aussi une manière de se réapproprier Prince of Persia, c'était de mettre aussi ce qu'on avait dans le bid, et puis faire une espèce de rencontre incroyable entre, je vais le dire, Corbier et le prince. Oh merde, attends. J'avais pu dire cette phrase. Sans chemise, sans pantalon. Il chante le prince maintenant. Exactement. Non, mais c'est un très très grand écart finalement. Grand écart, c'est effectivement. Là où soutien, Corbier faisait le grand écart. Ouais, il faisait le grand fou avec sa guitare, comme Van Damme. Et c'est vrai que je donnais beaucoup de retours sur des animés, je parlais des Chevaliers de Zodiac, Iki, mon frère, tout ça, là, Dragon Ball Z, enfin tout, et puis des animés aussi super modernes. Mais on voyait que les transformations, les réalisations dans
j'en parlais, mais on le voyait pas dans le jeu. Et à un moment, Bruce, il a dit, du front, il a dit, c'est ça que tu veux. Il a fait un truc, un mec qui fait une pirouette, et donc qui défie les lois de la gravité. Et moi, j'étais en mode, oh merde! Comme une brochette sur lui-même. Et j'entends les gars, une partie de moi, effectivement, en insécurité, face à un truc comme ça, qui se dit, putain, merde, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ça y est. Rends-moi mon prince. Il a lâché les rênes, c'est foutu. La brochette, là. Et en fait, t'as des gars qui disent, ouais, c'est cool. Et puis t'apprends à faire confiance. Et en fait, non, t'y vas. Et tu réapprends, en fait, à t'écouter. À dire, mais non, mais écoute pas le designer ou le gars, écoute le joueur. Aussi. Parce que c'est ça. On est des joueurs, là. Il y a un équilibre. Et je pense que Abdellah, qui est très fort pour aussi donner confiance et nous dire, non, c'est écoutez-vous, c'est nous amener vers la simplicité et la pureté. Car c'est... Wow. C'est des belles paroles, moi, je pense, pour finir la première émission. Ouais. Et je vais attaquer avec mon interview offset derrière ça. Vas-y, sur les rames coco, on envoie. C'est le McDo après le Ritz, là, clairement. Ah bah oui. Merci, ça fait plaisir. Appelez-moi Big Mac. Alors, l'interview offset. C'est la 2e émission qu'on fait sur la Core Team. À chaque fois, on a 2 personnes. Qu'est-ce qu'il va dire? Et on va pas se le cacher, Pop était un banger. Donc c'est une interview bang bang. Bang bang? Bang bang. Ah. Bang bang. Ouais. Attention. Alors voilà, non, je ne vais pas chanter cette incroyable chanson interprétée par Nancy Sinatra, que l'on retrouve dans Kill Bill, entre autres. Mais non, on va parler de bangers, justement. Et pour vous, c'est quoi des bangers? Alors, vous allez me dire tous les deux les 2 jeux hors Ubisoft. Et là, je mets un petit peu de difficulté. Ah non, mais c'est trop difficile, Ubisoft, mon Dieu. Pour pas qu'on soit taxé de bon, bref, de corpo, bidule, machin. Les 2 jeux qui vous ont impressionné ces 20 dernières années. Oh, multiple de 2. 20, c'est... Ouais, comme ça c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Oui. Putain, c'est dur. Hein. Ah bah. Putain, c'est dur, il y en a. Surtout à le sortir du chapeau comme ça d'un coup, là. Moi, ça va être soit Ocarina of Time, soit Breath of the Wild côté Zelda. Ouais. Et Last of Us. On va dire le diptyque, quoi. Le diptyque, ouais. Je crois qu'Ocarina of Time ne rentre pas dans les 20 ans, non? Je suis en train de checker. Pour des sujets... Breath of the Wild. Juste pour rigoler. Non, mais c'est juste pour rigoler, mais... Ouais, 2011. Ok. 20... Si, il est pour encore dans les 20 ans. Quelle raison? Rapidement, en 2 mots. Enfin, un peu plus, mais... Ouais. Disons que, en tout cas, pour Last of Us, je pense que c'est le premier jeu qui arrive à un tel niveau d'écriture, de relations, d'émotions. Parce que voilà, dans l'industrie du jeu vidéo, parfois, elle a couru un peu après le cinéma. Là, Last of Us, je pense, est passé devant, parce qu'en fait, c'est vraiment une histoire que tu vis, qui est hyper bien écrite. Et les personnages sont puissants. Voilà, bon, on va spoiler, mais la mort de Joël dans le 2, c'est un moment d'un point de vue émotionnel. Tu spoil comme ça là. Il a annoncé. Ça va, il y a la série qui est sortie, c'est bon. Regardez la 2e saison. Ouais, et d'ailleurs j'ai maté la série parce que j'avais pas maté la saison 2, donc là j'ai maté la série récemment. Et c'est moins puissant. Je trouve ça moins puissant, même si la série est top. Peut-être parce qu'on est spectateur et pas, entre guillemets, acteur. Oui, non, c'est aussi puissant quand même. Mais ça pourrait être aussi puissant quand même. C'est juste, ça pourrait. Pas... Bon, après. Bref. C'est du en tout cas, en termes d'émotion, il y a pas dans le cinéma, j'ai pas ressenti une émotion comme j'ai pu ressentir dans Last of Us. Vraiment. Okay. Et Zelda, d'un point de vue Breath of the Wild, par exemple. D'un point de vue narratif. Ouais. Breath of the Wild, c'est différent. C'est un sentiment de liberté, de sentiment de toujours être stimulé. Stimuler la curiosité, toujours envie d'aller par là, puis par là, puis par là, résoudre. J'ai l'impression d'y avoir vécu dans Hyrule, en fait.
Dans pas mal de Zelda d'ailleurs, mais Et particulièrement dans les derniers qui sont dans sortis. Breath of the Wild. Après, Ocarina of Time, j'ai vraiment un souvenir particulier avec parce que j'étais tout seul au Canada en plein hiver. Et franchement, je faisais que ça. Et en fait, c'est la première fois que j'allais au Canada. Et j'ai rencontré personne à ce moment-là. C'était vraiment, psychologiquement, pour moi, c'était un peu chaudard, ouais. J'avais pas de potes et tout. En plus, je crois, pété une jambe en jouant au foot, parce qu'à un moment donné, et donc, Quelle idée aussi. et ouais, et puis effectivement, j'ai eu cette période-là, et ouais, je trouvais le jeu vraiment, fantastique, quoi. M'a sorti un peu de ma morosité canadienne. Au Canada of Time, finalement. Au Canada of Time, ouais. La vache. Pas mal. Alors Mounir, t'as eu le temps de réfléchir comme ça. Ouais, mais moi, mes trucs, ils sortent, je pète les 20 ans, là. C'est pas grave. Allez, Ouais, on pète il y en a les limites. plusieurs. On pète les limites du temps. Exact. Waouh! Non, on sent le jeu d'acteur. Moi, il y a Shadow of Colossus. Shadow of Colossus qui m'a vraiment marqué. J'étais à l'époque, je sortais de mes études, j'étais au chômage à vivre chez ma meuf qui attendait que je trouve un boulot. pression. Et je chope ce jeu-là qui est littéralement un ovni avec forcément les musiques de Ko Otani. Et j'ai pris une espèce de claque, mais de claque de fou, parce que on a beau parler justement de cette aventure, et ce qu'elle représente, et qui pose la question de jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver votre bien-aimé, en l'occurrence défaire des dieux. Et quand on parle là, je me suis dit, on n'est plus dans le jeu vidéo, on est dans l'art. On est dans l'art, parce que tout est tellement entremêlé, le frisson, etc. Ce moment où t'arrives en fait au milieu du lac, tu te poses et puis t'as ce espèce de dragon qui vole, qui s'élance et qui vient vers toi, et tu te dis non, quand même pas. Non, je vais, il va m'emmener dans les airs, et t'y vas, et il y a la zik, là déjà ça me donne envie de chialer là, tu vois. C'est un truc de malade. Donc ça c'était un truc de fou à l'époque. Après il y a eu d'autres jeux, il y a eu Vagrant Story, il me connaît. Vagrant Story, jeu, pour moi de Matsuno que j'adore. Génie incroyable, parce que autant sur les mécaniques, les contraintes aussi, parce qu'on se rend pas compte, on est sur un jeu qui arrive à la fin de l'RP Session et qui est incroyable en réalisation, en technique, gameplay, narration, tout ça, c'est un ovni dont le système aura dérivé, donné d'autres jeux hybridés, action, et notamment FF12. Et mais bon, on est en dehors de ces 20 ans, je dirais Demon's Souls. Pour l'anecdote, Demon's Souls. Wow. Demon's Souls, ce qu'il faut savoir, c'est que je mets les mains dessus. À l'époque, j'ai un poteau là, ici, Loïc, qui joue au jeu, version japonaise. Et tu sais, il joue au truc, il comprend rien, il est avec son truc, et puis il se fait dézinguer la gueule, et il me fait Mounir, je viens de jouer à un truc trop chelou, mais trop bien en même temps. Je comprends rien, mais c'est trop bien. Tu devrais essayer et tout. T'avances, t'es dans un hub au départ, puis tu choisis un monde, et puis tu te fais dézinguer, mais c'est trop rigolo. Et puis il y a des fantômes partout, mais c'est des joueurs en fait. C'est des joueurs, tu peux interagir avec eux, et puis des fois il y a les fameux fantômes. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je teste le truc, et là pareil, changement de paradigme. Vous savez, vraiment, quand vous jouez à un jeu et vous dites c'est quoi ce truc, ce machin, et puis ça va à contre-courant de tout ce que tu connais, notamment en termes d'apprentissage. T'es pas pris par la main, c'est putain d'opaque, tu dois apprendre, comprendre par toi-même. Et puis là, tu sors un papier, tu notes des trucs, tu dis qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de décrire, et ça devient une drogue. C'est, tu sais, quand tu es en train t'arrêtes de jouer, puis tu continues à penser à ce jeu-là. Et ça, continue de vivre avec toi. Ouais. Et le jeu s'était fait dézinguer à l'époque, au départ, parce que les critiques sortaient assez vite. Je me rappelle de certaines notes chez certains canards. Puis les mecs revenaient plus tard, quelques semaines après, avec excusez-nous. Finalement 9 sur 10. C'est bon, on a compris, on est. Et ça, c'est incroyable. Un OLNI, un objet ludique non identifié. Oui, c'est ça. Quelles sont les 2 innovations techniques, alors que ce soit console, soft ou autre, qui vous ont impressionné ces 20 dernières années? Moi, je dirais la Wiimote, en fait. La Wiimote? Ouais, la Wiimote, ouais. La Wiimote, du jour au lendemain, l'industrie va s'élargir à un public de malades, en fait.
l'industrie du jeu avant cette percée de Nintendo, c'est pas la même qu'après. C'est-à-dire que évidemment après il y a la Switch, etc. Mais donc pour moi, ouais, c'est quand même un truc. Moi, je me souviens avoir été hyper impressionné de voir les premières démos, quoi, quand ils l'ont exposé. Je fais, mais en fait, les mecs, c'est des génies, en fait. Techniquement, ça a rien d'incroyable. Ouais. Je crois qu'il y a un accéléromètre ou je sais pas quoi dedans, là. Mais ouais, ça, pour moi, en tout cas, ouais, je pense à des trucs qui m'ont... Et puis en plus, tout ce qui est venu avec, hein, parce que quand la Wiimote est arrivée, après, il y avait les balance boards, il y avait... Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont mis le jeu vidéo à un niveau grand public. Alors aujourd'hui, avec les téléphones portables, avec tout, voilà, l'industrie du jeu est tellement monstrueuse. Mais il y a un avant-après Nintendo Wii, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le percevrais, quoi. Mounir Open du chef. Non, mais je plus sois. Et puis c'est là où tu vois la force de Nintendo, justement, à venir, justement, pas se battre chercher constamment ce qu'on appelle le Blue Ocean, l'océan bleu. Voilà, on va dire les compétiteurs vont se battre sur la technique, sur la puissance à l'état brut, et eux sont là, en fait, à faire ce qu'ils savent faire. Tout ça entremêlé de la culture japonaise, cette recherche d'élégance et de simplicité. Et t'arrives en fait avec une console OVNI, une télécommande littéralement, qui te permet justement d'interagir différemment et puis qui ramène de l'ordinaire dans l'extraordinaire. Et ça, c'est un coup de génie en fait. Puis c'est vraiment, pour le coup, c'est là que tu vois que c'est des designers, quoi. C'est-à-dire que c'est une télécommande, tu la mets dans un volant, tu joues à Mario Kart, tu danses avec, tu fais du tennis avec. Voilà, tu fais du tennis avec. Et là, tu dis, c'est des là, c'est des designers, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment des designers, quoi. Puis le genre aussi. Même si c'est, voilà, on s'y habitue, mais le jeu en ligne, c'est quand même un truc, tout à fait. Ouais. Un truc de fou, hein. C'est arrivé avec la Wii à ce moment-là? Non, c'est le deuxième. Non, c'est le deuxième, effectivement. Oui, d'accord, c'est ton... Oui. Pardon, j'ai oublié la question déjà, moi. Je plus sois aussi, ouais, le jeu en ligne, c'est clair. C'est pareil, Game changer pour les éditeurs de jeux ou... pour l'industrie, Aujourd'hui, c'est dur de pas faire. C'est une question presque rhétorique, qu'on soit bien d'accord. Avec tout ce que ça amène aussi ça bouleverse la façon de jouer, ça bouleverse la manière de consommer, de créer, parce que tout, quoi. Les mises à jour, on en parlait justement dans l'émission d'avant, tu vois, le fait avec les jeux en ligne sont venus les jeux gratuits. Et là, non, c'est sûr. On se rend plus compte, balancer un jeu sur NES, sur cartouche, qui devait être méga robuste, ça déconnait pas. C'est parce qu'il fallait, en fait, t'as un bug, ça revenait, on reprenait, on ressortait tous les trucs, quoi. Donc c'était, c'est quelque chose c'est l'une des dérives, en tout cas, de cette technologie, c'est le fait, voilà, d'avoir des fois, malheureusement, des updates. Mais bon. La grande force, c'est de pouvoir rapprocher les joueurs je me rappelle, jouer sur Xbox 360, cette époque-là, t'as et le jeu sur canapé, mais aussi le jeu en ligne, enfin Gears of War, Kane & Lynch, les Halo, tous ces jeux-là puis les Left 4 Dead sur PC, etc. et tout, mais tout ça, c'est game changer aussi pour moi. Oui, moi, c'est ce qui je regrette beaucoup aujourd'hui, c'est la partie couch gaming qui a été vraiment oubliée au profit on est en train d'essayer de monter une LAN pour l'enterrement de vie de garçon de mon meilleur ami. Putain que c'est galère aujourd'hui de trouver des jeux qui font du split screen et tout, en fait. T'es obligé d'être connecté à un service finalement, t'es obligé d'être connecté à Internet, à avoir un switch, des câbles RJ45 et des tours, faut aller chercher un jeu craqué des années 2000, sinon... Les LAN parties, tu le fais plus, quoi. Elles sont parties. Et je trouve ça un peu dommage, c'est un peu... Voilà, je sais pas pourquoi, bon, c'est un autre sujet. Mais voilà. Tu vas refaire un Doom. Voilà. Oui, voilà, ou un petit Quake 3. Voilà, très bien, évidemment. C'est ce qui est prévu, de toute façon. Bon, j'en garde encore 2 sous le coude. Okay, comme ça pour le CG Beers. Yeah. Et parce qu'on a déjà pas mal de temps d'émission. Merci infiniment, Mounir et Abdelhak. Merci les gars. On va continuer parce qu'on a encore une foule de questions et on a plein de trucs. Parce qu'on a gratté jusqu'au proto, finalement on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça, mais il y a la prod. Après c'est le côté core team, c'est le début des jeux, etc. Ouais, comme quoi, c'est bien, on a réussi à se concentrer sur vraiment la genèse du projet, ce qui était aussi l'objectif de base. Donc c'est ça. Merci à vous, merci d'avoir été là. Merci. Trop cool. Merci beaucoup les bipèdes.
de nous écouter, de nous suivre et de relayer ce podcast, s'il vous plaît. Oui, merci. Et si vous n'avez pas écouté la première émission, n'hésitez pas, qui va de duo, de chœur, je ne sais plus comment on dit, qui va de chorale avec celle-ci. En binôme. L'émission juste avant avec Jean-Christophe Alessandri et Christophe Pic. Exactement. Voilà. Eh ben gros bisous mon petit Néo. Bisous mon petit dog et bisous au bipède. Et bisous à vous. À la Portez-vous prochaine. bien, sinon faites-vous porter par quelqu'un d'autre. Bye bye. Ciao. Ouais.